À Beyrouth, l'organisation Djihad islamique annonce avoir exécuté l'un des 4 otages français, Michel Serra, en raison de la politique française favorable à l'Irak. Le groupe européen privatisé, c'est Hachette et Matra qui deviennent les principaux actionnaires de cette radio périphérique. Sondage politique Antenne 2 Bulle BVA, c'est le chômage qui demeure la principale préoccupation des électeurs. Football, Inter de Milan, Nantes, quart de finale de Coupe d'Europe, Inter de Milan 1, Nantes 0 après 30 minutes de jeu. Bonsoir, c'est une nouvelle qu'il convient de prendre au conditionnel car elle n'est pas vérifiée. Mais la Djihad islamique a annoncé aujourd'hui, il était environ 18 h, sans doute heure française, qu'elle avait tué un des 4 otages français en raison de la politique française favorable à l'Irak. Le ministère des Relations extérieures a déclaré tout ignorer de cette revendication du djihad islamique, mais une précision a été donnée dans cette communication du djihad islamique. Il s'agirait de Michel Serra, le chercheur du CNRS. Il s'agit effectivement de Michel Serra, mais vous savez, Claude, il faut être très prudent avec ce type d'informations. Ce n'est pas la première fois que le djihad islamique lance, si on peut dire, un ballon d'essai pour pousser le gouvernement français à négocier. Ce qui m'inquiète un peu, c'est que cette fois, c'est qu'avec cette déclaration du djihad islamique, il y avait une photo de Michel Serra, debout, pas rasé, mais visiblement c'était tout à fait Michel Serra. C'était des photos qui étaient attachées à la déclaration remise à une agence de presse à Beyrouth. Absolument, oui. C'est ça. Mais il faudra encore le vérifier. Pour l'instant, donc, on n'a pas de confirmation de cette exécution de l'otage français Michel Serra. Michel Serra avait été enlevé en même temps que Jean-Paul Kaufmann, c'était le 22 mai. Oui, c'était le 22 mai, donc il y a 9 mois, 10 mois. Il avait été enlevé sur la route de l'aéroport qui reliait donc Beyrouth au centre-ville. Et depuis, pratiquement, on n'avait pas une nouvelle. Il avait juste revu Marie Serra, sa femme, qui vit à Beyrouth pendant 2 heures, je pense, si je me rappelle bien, c'était il y a à peu près 3 mois, et depuis on a eu simplement une guerre de communiqués. Oui, on a appris à Mme Kaufmann la nouvelle, elle a simplement dire c'est pas possible, et elle a ajouté que Mme Marie Serra, justement la femme de l'otage français, se trouvait actuellement à Beyrouth pour faire son déménagement, car Mme Serra pensait revenir sur Paris. C'est bien sûr à relier, compte tenu de cette revendication de djihad islamique, à la politique française vis-à-vis de l'Irak, mais également vis-à-vis de l'Iran. Oui, surtout vis-à-vis de l'Irak, dans le communiqué du djihad islamique, c'est ce qu'on remarque. Et là, à mon avis, le djihad islamique fait allusion à cette décision du gouvernement français de renvoyer à Bagdad 2 militants de l'opposition irakienne, c'était il y a une dizaine de jours. Et cette décision avait effectivement été très très mal prise par l'Iran qui visiblement contrôle les Hezbollah, le djihad islamique, qui détient Michel Serra, Jean-Paul Kaufmann et... Édouard, je viens de recevoir quelques détails sur le document de la djihad islamique qui a été remis donc en même temps que cette annonce de l'exécution de Michel Serra. Le djihad islamique écrit notamment « La France doit comprendre qu'elle doit se dissocier de la politique, je cite, satanique américaine qui l'a entraînée dans les problèmes des musulmans et des opprimés ». C'est ce que poursuit le document, un document de 3 pages qui est tapé à la machine. Alors on en revient donc à cette politique vis-à-vis de l'Irak. Oui, moi je ne peux que vous rappeler que la décision du gouvernement français d'expulser ces 2 ressortissants, ces 2 étudiants il y a une dizaine de jours, n'a sans doute fait qu'envenimer les choses vis-à-vis de l'Iran, en guerre avec l'Irak. L'Iran qui contrôle le djihad islamique, qui contrôle les Hezbollah et qui contrôle donc les 4 otages français, dont Michel Serra. Alors, on attendra bien sûr confirmation de cette nouvelle qui est tombée à 19h25. L'annonce donc par le djihad islamique qu'elle avait tué, qu'elle aurait exécuté un des 4 otages français en raison de la politique française favorable à l'Irak. On rappelle qu'il y a aussi Jean-Paul Kaufmann, Marcel Carton et Marcel Fontaine, tous 2 diplomates. Pour l'instant, pas de confirmation. Bien sûr, nous tentons de joindre Beyrouth et un certain nombre de gens sur place pour tenter de vérifier cette information de l'exécution d'un otage français. Édouard, on reviendra sans doute dans le courant de ce journal avec vous sur cette nouvelle donnée par le djihad islamique de Beyrouth. Un super pétrolier français, le Chaumont, jaugeant près de 270 000 tonnes, a été touché aujourd'hui en début d'après-midi par une roquette. Le super pétrolier se trouvait à mi-chemin entre le Qatar et l'Iran. L'attaque menée par un hélicoptère iranien n'a pas fait de victimes, mais c'est le dernier raid d'une série entamée à la fin du mois de janvier dernier contre plusieurs dizaines de pétroliers de nationalités différentes. Explication de Philippe Rochaud. Voici le super pétrolier français le Chaumont, frappé hier soir par un missile iranien. Un navire de 260 000 tonnes, le premier navire français victime de la guerre du pétrole entre l'Irak et l'Iran. Le Chaumont venait de passer le détroit d'Ormuz et se dirigeait vers le terminal séoudien de Ras Tanura pour y charger sa cargaison de brut. C'est un hélicoptère iranien décollant de la plateforme Rostan
qui a frappé le super pétrolier français avec un seul missile air-mer, le touchant à l'arrière dans la salle des machines sans faire de blessés. À présent, le Chaumont répare à quai dans le port pétrolier de Dubaï. Mais l'incident est un double avertissement. À la France d'abord, mais surtout aux pays arabes du Golfe qui soutiennent l'Irak dans sa guerre contre l'Iran et continuent de fournir du pétrole à l'Occident. Dimanche, c'est un pétrolier turc qui était frappé par un missile iranien. C'est la réponse de Téhéran aux attaques menées par l'aviation irakienne contre les pétroliers qui vont charger le brut d'Iran. Plus de 200 pétroliers ont été touchés depuis le début de la guerre du Golfe il y a 5 ans. Or, c'est par là que passent encore près de 17% des exportations d'or noir du monde. La guerre du Golfe concerne aujourd'hui toutes les puissances occidentales. Elle met en alerte les armées de la région. Un navire français est même sur place, la frégate De Grasse, en visite à Abu Dhabi. 14 bateaux de guerre américains patrouillent aussi dans le Golfe afin d'empêcher la fermeture de cette route du pétrole. Reprise des combats au nord du Tchad. Les combattants du Gunt de Goukouni-Wedei se sont affrontés aujourd'hui aux forces gouvernementales du président Hissène Habré. Les combats ont eu lieu dans la région d'Oum-Chalouba, à quelques kilomètres de Calais, sur la piste de Fada. Les forces gouvernementales auraient mené une contre-offensive en fin d'après-midi. Et au même moment, sur l'aéroport de N'Djamena, les décollages d'avions français se succédaient. Avec Patricia Coste, voici ce que l'on peut appeler les forces en présence, libyennes d'un côté, tchadiennes de l'autre, appuyées par les forces françaises de l'opération Épervier. C'est en réponse à la reprise de l'activité libyenne au nord du Tchad que les militaires français se sont réinstallés il y a 15 jours autour de N'Djamena. Mais en fait, les Français n'ont jamais vraiment quitté le Tchad. Ici, sur la ligne rouge qui constitue aujourd'hui le front, des conseillers techniques sont restés sur le terrain après le départ de l'opération Manta fin 84. Leur mission, préparer les troupes d'Hissène Habré à la reprise éventuelle des combats. Il s'agissait d'apprendre aux Tchadiens eux-mêmes à se servir du matériel français. Ce matériel, livré au compte-gouttes depuis Manta, vient d'être renforcé. Ces automitrailleuses légères, plus d'une vingtaine, ont été livrées à N'Djamena il y a 15 jours. Elles constituent le fer de lance des troupes d'Hissène Habré pour la guerre des sables qu'il est en train de livrer. Mais côté tchadien, on fait remarquer que ces moyens restent inférieurs à ce que les Libyens ont donné à leurs alliés en face et que le principal apport des Français a été le travail de formation et surtout l'incitation à la discipline et à la cohésion pour ces troupes du désert habituées à une guerre de razzia. Il a fallu, et j'ai pu le faire parce que voilà maintenant près de 3 ans que je suis au Tchad, adapter nos méthodes de pédagogie à la spécificité du combattant tchadien, pas du Tchad mais du combattant tchadien. En effet, il s'agissait pour nous très rapidement de mettre à la disposition du gouvernement, des autorités, des unités aptes à mener les combats dans les plus brefs délais. Avec l'opération Épervier engagée il y a 2 semaines, l'aide française au Tchad est passée à un autre stade. Ce Galaxy, le plus gros avion au monde, loué par les Français aux Américains, avec dans ses soutes les missiles solaires Hawks, est venu parfaire le dispositif anti-aérien de l'aéroport de N'Djamena. Avec la mise en place d'un radar à Moussoro, l'opération Épervier est en place. Cet après-midi, Mirage F1 et Jaguar étaient prêts à toute éventualité. On a remarqué une activité exceptionnelle au moment où des accrochages reprenaient sur le front. Ils sont probablement allés survoler les lignes, sans doute en tant que force de dissuasion. Mais dans les sables pour l'instant, seules les forces gouvernementales d'Hissène Habré sont engagées. Europe 1 privatisé. L'acheteur est le groupe Hachette et le vendeur la Sophirad, qui gère les participations publiques dans l'audiovisuel des périphériques. C'est une phase politique importante qui concrétise le souhait de M. Mitterrand de désengager l'État de ses radios. Enquête de Véronique Auger. La revanche, Jean-Luc Lagardère refuse le mot. Et pourtant, il y a 5 ans, Lagardère, président du groupe Matra, vendait Europe 1 à contre-cœur. Aujourd'hui, Lagardère, président du groupe Hachette, reprend Europe 1. Mais cette fois, tout est différent, car c'est la Sophirad, c'est-à-dire l'État, qui lui cède ses parts. Europe 1 est devenue une radio totalement privée, du jamais vu. Le président de la République, au mois de décembre, avait annoncé son intention de privatiser les radios périphériques, car il trouvait, à juste raison, que c'était un héritage ancien et lourd. Et effectivement, il n'y a aucune raison idéologique ou politique pour que l'État, en dehors bien entendu du service public, soit présent dans des stations de radio commerciales. La vente d'Europe 1 coupe l'herbe sous le pied de l'opposition qui prévoyait elle aussi la privatisation des radios périphériques. Alors coup politique ou non, le gouvernement s'en défend. En tout cas, l'affaire tombe à point pour Hachette, qui lance aujourd'hui son empire audiovisuel. Ceci est la première marche qui sera gravie.
Et la deuxième marche, c'est quoi? La télévision? La deuxième marche, c'est bien sûr la télévision, sous une forme que je ne peux pas aujourd'hui vous définir. Est-ce que vous vous voyez déjà achetant une télévision anciennement nationalisée, comme par exemple Antenne 2? Écoutez, je ne peux pas répondre à une telle question parce que, aujourd'hui, c'est du domaine de l'utopie. Je dis simplement que, encore une fois, un média, une chaîne nationale de télévision est pour moi fondamentale pour le groupe Hachette. Pour l'instant, Jean-Luc Lagardère contrôle Hachette, leader européen de l'édition, Europe 1, c'est-à-dire une radio nationale, des journaux comme le Nouvel Économiste, une régie publicitaire avec un pied dans la 5e chaîne et un pied dans la 6e. Enfin, Jean-Luc Lagardère dirige Matra, qui fabrique des satellites de communication. De bonnes bases pour un empire, non? Sondage, reportage de campagne et propos d'anciens premiers ministres, ce sera le menu de notre journal des élections législatives 86. Alors on commence par le sondage, Paul. Sondage Antenne 2, résultat d'une recherche commune, je cite tout le monde, Antenne 2, Bulle, BVA, CNRS, INA, événement du jeudi, des résultats qui confirment les préoccupations des Français exprimées lors d'une première vague de ce même sondage. Je dois dire que la cohabitation, c'est le dernier souci des Français. Absolument, comme le 29 janvier dernier, c'est le chômage qui préoccupe encore et toujours les Français. Le débat sur la cohabitation les laisse complètement indifférents, du moins pour l'instant. Regardons les résultats avec Jean-Michel Mercurol. Au premier rang des priorités des Français, toujours l'emploi et les solutions à apporter à la crise. Viennent ensuite la formation des jeunes, la sécurité et la protection sociale. En revanche, le thème qui agite le plus la classe politique, la cohabitation, arrive toujours en toute dernière position dans l'ordre des préoccupations des Français. Parallèlement, aucun parti n'a véritablement accru sa crédibilité au cours de la campagne dans les solutions apportées à ces problèmes. C'est toujours le RPR qui conserve la meilleure note pour la grande majorité des thèmes, suivi de près par l'UDF. Le Parti socialiste n'arrive qu'en 3e position. Deux partis ne recueillent toujours pas la moyenne, le Parti communiste et le Front national. Le thème où le RPR reste le plus crédible est la sécurité. Il en va de même pour l'UDF. À gauche, en revanche, la confiance la plus grande va au PS pour la formation des jeunes et au PC pour la protection sociale. Cette enquête montre donc un très net décalage entre les discours des hommes politiques et les préoccupations des Français. Les deux explications que nous avons données le 29 janvier dernier tiennent toujours. Si les hommes politiques parlent davantage de la cohabitation, c'est parce qu'ils anticipent. Mais ce débat qui peut paraître théorique aujourd'hui sera, croyez-moi, très concret le 17 mars si l'opposition gagne. Si les hommes politiques parlent moins souvent du chômage, c'est parce qu'ils n'ont pas de recette miracle. Les Français peuvent le regretter, mais c'est dans une certaine mesure une preuve d'humilité et de réalisme. Le temps des promesses et des illusions est peut-être révolu. N'oublions pas la presse. L'étude faite par l'INA et le CNRS montre le même décalage entre les unes des journaux et les préoccupations des Français, sans doute pour les mêmes raisons. Antenne 2 a tout de même fait un effort en allant plus souvent sur le terrain et en présentant les enjeux de ce scrutin. Ce sont les chercheurs qui le disent. Parmi les propos de campagne, on y revient quand même, ceux de Michel Rocard, la cohabitation pose un problème politique et non un problème constitutionnel. Monsieur Rocard s'exprime dans l'événement du jeudi. Et puis ceux de l'actuel Premier ministre et d'un ancien Premier ministre. Oui, et au risque d'accentuer ce décalage dont nous parlions à l'instant, nous avons encore une fois retenu deux phrases sur la cohabitation, celle de Laurent Fabius et de Raymond Barre, mais il faut dire à notre décharge qu'il s'agit là de la seule polémique de la campagne. Écoutons-les. J'ai entendu les propos de M. Chirac. Je l'ai entendu poser ses conditions au président de la République. Eh bien, je dis, très calmement, qu'il se trompe de République. Le président de la République vient, pour la première fois, de dire publiquement qu'il n'excluait pas de se démettre. Il a reconnu qu'un président de la République ne peut pas gouverner sans la confiance du peuple qu'il a élu. Il a reconnu
qu'un président de la Ve République ne se soumet pas, mais qu'il se démet. Raymond Barre s'exprimait hier soir à Paris pour soutenir la liste UDF conduite par Jacques Dominati, mais pour ne pas faire de jaloux, il a bien voulu déjeuner aujourd'hui même avec Marie-France Garot, candidate elle aussi à Paris. Quelques journalistes ont été invités à partager ce repas, ils ont été même autorisés à le révéler, c'est fait. Et puis dans la rubrique marathon qu'on a entamée depuis le début de la semaine, le chef du Parti républicain ce soir. Oui, il s'agit de François Léotard. Si nous l'avons choisi, c'est parce qu'il n'a jamais fait en si peu de temps autant d'émissions, de rencontres, d'interviews et de meetings comme s'il pensait à une élection présidentielle anticipée. Mais nous n'avons rien dit. Le reportage de Jean-Louis Le Senne et de Gilles Dobler. Campagne avant tout médiatique pour François Léotard. Ce jour-là, pour le marathonien, la course commence à 6h30. Premier rendez-vous, première interview exclusive à France Inter. Opération Mars. 86. François Léotard, bonjour. Bonjour. Alors depuis hier, l'idée est lancée, depuis une certaine réunion à Nancy hier matin, pourquoi pas un Premier ministre UDF. Un Premier ministre qui s'appellerait Léotard ? Opération Mars. 86. Une demi-heure. Courte réunion de travail chez lui avec son équipe chargée de la presse, puis deuxième petit déjeuner, deuxième interview exclusive au quotidien du médecin. Nous avons eu avec eux et dans nos entretiens avec les organisations professionnelles que nous avons rencontrées, des formations et des professionnels de santé. Et puis s'agissant des médecins, c'est quelque chose qu'on est en train de bien découvrir en France, mais qui existe aux États-Unis d'une façon préoccupante. Troisième rendez-vous, troisième exclusivité pour l'Est républicain. Le bilan de la législature et en même temps estimer que le PS a progressé vers le libéralisme. Cet après-midi-là, le demi-corse Léotard retrouve ses racines. Je pense deux qualités qu'on accorde volontiers aux Corses, mais que j'essaye d'avoir pour moi-même. C'est une certaine fierté, qui quelquefois devient de l'insolence, et un sens de l'honneur, qui fait qu'il y a des choses qu'on ne fait pas dans la vie. Ça fait plaisir de te voir. Allez, bonjour. Et le soir, le jeune loup montre les dents. Si les Français choisissent tout simplement de changer de majorité, Dieu merci, ils ont encore ce droit-là. Et qu'il faudrait peut-être le rappeler à ces hiérarques socialistes. Vous savez, ils me font penser à cette très belle phrase de Bertolt Brecht, qui est un auteur allemand, marxiste, que M. Mitterrand doit lire la nuit, mais la nuit, tous les Mitterrands sont gris. Et cet auteur disait ceci: le gouvernement a perdu la confiance du peuple, il faut dissoudre le peuple. Et je crois que M. Mitterrand est dans cette attitude-là. Moi, je trouve que les dernières semaines, c'est un peu les derniers kilomètres d'un marathon. Je commence à voir maintenant mon troisième ou mon quatrième souffle, et il y en a qui s'essoufflent, il y en a qui sont déjà derrière. Je vous annonçais dès le début de ce journal la revendication à Beyrouth par le djihad islamique de l'exécution de l'un des 4 otages français du Liban, Michel Serra. Je vous l'annonçais au conditionnel. Pour l'instant, j'ai simplement ce communiqué du Quai d'Orsay, c'est-à-dire le ministère des Relations extérieures. Je cite: « Nous mettons tout en œuvre pour vérifier l'authenticité de cette abominable revendication ». Voilà, c'est tout. Il faut toujours garder cette nouvelle au conditionnel. Je reviens aux nouvelles françaises avec les perturbations du trafic ferroviaire en Provence et en Languedoc-Roussillon aujourd'hui, avec une grève nationale de 24 heures des cheminots CGT le 11 mars prochain. Ces mouvements sont destinés à protester contre la révocation de 5 agents de la ligne de Cerdagne. À compter du 1er avril prochain, policiers et gendarmes pourront décider le retrait des cartes grises en cas d'accident grave. Cette décision a été prise pour prévenir le danger de ce que l'on appelle les épaves roulantes. Car sur les 300 000 véhicules gravement accidentés chaque année, certains continuent de rouler sans que ces réparations aient été vraiment faites. Le retrait des cartes grises sera donc une mesure de prévention soumise au jugement des policiers, comme l'explique dans ce reportage Pascal Deschamps. En cas d'accident, et en cas d'accident seulement, policiers ou gendarmes devront déterminer si la voiture endommagée est en état de reprendre la route. Ils ont donc un peu moins d'1 mois pour potasser cette brochure toute neuve qui leur apprendra à repérer les épaves roulantes. Voiture dangereuse, retrait immédiat de la carte grise. L'automobiliste n'a plus qu'à choisir un expert qui dressera la liste des réparations et c'est l'autre nouveauté du projet qui réexaminera le véhicule à sa sortie du garage. Le propriétaire pourra alors récupérer sa carte. Cette mesure vient compléter le contrôle technique obligatoire des véhicules de plus de 5 ans en cas de revente, mis en place le 1er janvier dernier. Reste à préciser qui paiera les services de l'expert. Les compagnies d'assurance en cas de tiers responsable, sinon ce sera l'automobiliste lui-même. Oui, c'est le prix à payer pour une meilleure réparation
des véhicules qui ont été accidentés. Donc c'est une plus grande sécurité pour l'automobiliste. Et c'est le prix à payer pour retirer les épaves roulantes sur notre réseau routier. Donc c'est une meilleure sécurité pour tous les automobilistes. Les pouvoirs publics demandent aux compagnies d'assurance de prendre en charge ce prix, puisque ce système a une autre conséquence importante, c'est qu'il va permettre de résorber progressivement le trafic des cartes grises. En effet, si le véhicule est promis à la casse, la carte grise sera automatiquement détruite. Les voleurs de voitures ne pourront plus récupérer des cartes en rachetant des carcasses à bas prix. Les compagnies d'assurance devraient donc faire des économies. Les vols de voitures leur coûtent chaque année près de 2 milliards de francs. Attention aux dangers domestiques, c'est-à-dire tout ce qui menace les enfants à la maison. C'est l'objet d'une campagne actuelle des compagnies d'assurance pour prévenir les accidents domestiques. Pierre-Ly fait maintenant le résumé de tous les petits dangers qui menacent donc notamment les enfants. Chaque jour, en France, 3 enfants de 1 à 9 ans meurent par suite d'accidents. Le tiers d'entre eux survient à la maison. 2 fois sur 3, il s'agit de chute. Très souvent, la hauteur ne dépasse pas la taille de l'enfant. Viennent ensuite l'intoxication, l'étouffement, les brûlures. L'âge le plus critique, c'est avant 3 ans. Du fait des progrès contre la maladie, l'accident est devenu la première cause de mortalité chez les enfants dans les pays industrialisés. Il n'y a pas plus d'accident lorsque l'enfant est seul. 1 fois sur 2, le drame survient en présence d'un adulte. Le plus souvent, il s'agit du père. Contrairement à ce qu'on peut imaginer, il y a moins d'accidents dans les familles où la mère travaille. Il y a des jours plus dangereux, le mercredi, le dimanche et les jours de fête. Des heures plus dangereuses avant les repas. Beaucoup d'accidents pourraient être évités. Près de la moitié des parents expliquent eux-mêmes qu'ils ont pris un risque en vue de gagner du temps. Il arrive aussi qu'on oublie le risque. Par exemple, un ménage sur 2 enferme à clé ses papiers, mais néglige cette précaution pour les produits toxiques 1 fois sur 4. La chambre d'accusation de la Cour de Paris a ordonné un supplément d'information dans le dossier Klaus Barbie. Le président de cette chambre d'accusation est chargé d'exécuter lui-même ce travail. À Beaucaire, dans le Gard, une bagarre a éclaté hier à la suite d'une discussion politique. 2 jeunes d'origine maghrébine ont porté des coups mortels à un homme de 27 ans qui affirmait des positions en faveur du Front National. Les premières photographies en fausse couleur de la comète de Halley ont été transmises par la sonde soviétique Vega 1 et puis ensuite celle Vega 2. Ces différentes couleurs ne sont pas réelles, mais ces photos prises à 14 millions de kilomètres de la comète contiennent déjà beaucoup d'informations. Patrick Esther. Voici donc les toutes premières images reçues à Moscou de la comète de Halley. Des vues enregistrées à 14 millions de kilomètres de distance. Une photographie qui, à vrai dire, ne nous apprend pour l'instant pas grand-chose de neuf. Elle confirme surtout que la caméra de bord de la sonde soviétique Vega est en parfait état. Le véritable rendez-vous est prévu pour demain matin, 8h27. La sonde sera alors à moins de 10 000 km du noyau, et là, il y a fort à parier que les surprises nous attendent. Puisque le noyau de cette comète est en quelque sorte un témoin des débuts de notre système solaire. La sonde Vega avait quitté la Terre le 15 décembre 1984 à bord de cette fusée ultra secrète Super Proton que les soviétiques montraient pour la première fois. Au terme d'un voyage de 150 millions de kilomètres, cette sonde de 4 tonnes croisera la comète à 288 000 km à l'heure. Vega sera la première au rendez-vous avec l'histoire. 4 autres engins interplanétaires visiteront Halley dans les jours qui viennent. 2 japonaises, une autre sonde soviétique, mais surtout Giotto, la première sonde interplanétaire européenne. L'une des missions de Vega consiste du reste à guider très précisément la sonde Giotto, qui passera, elle, à moins de 500 km du noyau. Les informations qu'elle nous enverra dans la nuit du 13 au 14 mars devraient faire tomber définitivement les dernières superstitions liées aux comètes. Sport automobile, rallye du Portugal. Les pilotes d'usine ont décidé de quitter cette épreuve après un terrible accident survenu ce matin dans la première spéciale de ce rallye. Il y a 3 morts, dont un enfant d'une dizaine d'années, et plusieurs dizaines de blessés. Des spectateurs qui regardaient de trop près la course. La Ford du Portugais Joaquim Santos vient de sortir de la route. 3 personnes, 2 enfants et une femme de 36 ans sont tués. 28 autres sont blessés, une dizaine sont dans un état grave. Scène de panique et de colère chez les spectateurs, mais colère également chez les pilotes. Les coureurs des usines, à l'issue d'une réunion, ont décidé d'abandonner ce rallye. C'est une première. Pourquoi une telle décision? Parce que, au Portugal, le rallye, c'est cela.
une véritable corrida organisée par un public totalement indiscipliné. Les arguments des pilotes, Walter Röhrl, les pilotes ne sont pas des tueurs ni des fous. Marc Duez, les spectateurs ne sont pas venus nous voir passer pour mourir. Bruno Sabi, ici ce sont les spectateurs qui servent de barrière de sécurité. Alors, une fois encore, la sécurité sur les rallyes en question. Pour l'instant, la Fédération internationale a demandé une enquête avant de se prononcer. Un tel accident était malheureusement presque prévisible ici. Le public n'est pas canalisé et lorsque les 420 chevaux d'une Lancia, d'une Peugeot ou d'une Audi sont lancés sur une route de terre, tout peut arriver. Surpuissance des moteurs, engouement fou du public, on peut se demander si les rallyes, sous leur forme actuelle, ne sont pas menacés après cette catastrophe. Quart de finale de Coupe d'Europe à Milan, l'Inter de Milan est face au Football Club de Nantes, la seule équipe française encore engagée. 1-0 pour l'Inter de Milan, voici les premières images car la première mi-temps est achevée depuis maintenant une dizaine de minutes. Oui, le seul but de cette première mi-temps est donc italien, on joue depuis 13 minutes. Un centre venu de la droite et c'est Altobelli, l'avancement de l'Inter, qui réussit un geste parfait. L'Inter mène 1-0. Le plus dur commence alors pour les Nantais. Il faut contenir ces Milanais dans leur temple de San Siro. Le danger est d'ailleurs permanent pendant 20 minutes. Fanas et Rummenigge de la tête. Mais Bertrand Demann se détend bien. Nantes ne cède pourtant pas la panique. Prend même sa chance à 2 reprises, vous allez le voir. 2 têtes magnifiques de José Touré. Mais Nantes est toujours menée 1-0 dans ces quarts de finale aller de la Coupe de l'UEFA après 45 minutes de jeu. Météo, Laurent Boussier, ça continue le froid. Eh bien non, on les attendait parce qu'elles sont souvent signe que l'hiver touche à sa fin. Eh bien elles arrivent. Demain, les giboulées seront parmi nous. Regardez la photo satellite, vous allez comprendre tout de suite pourquoi, avec une dépression au large de l'Irlande. Cette dépression qui génère cette énorme perturbation. Elle était aujourd'hui sur la France, elle va se décaler demain vers l'est et elle va être suivie par ce temps instable. Ce sont des nuages, mais des nuages porteurs d'averses, de giboulées et peut-être même d'un petit peu de neige. Regardez la carte du temps prévue pour demain, un petit peu de neige là au-dessus de 1500 mètres sur les Alpes. Le temps sera pratiquement le même sur l'ensemble du pays, peut-être un petit peu plus couvert près de la Méditerranée. La seule différence, c'est que les vents seront d'ouest sur la moitié nord et ils seront d'est près de la Méditerranée. Ce sera un temps variable, au vrai sens du terme, avec nuages, éclaircies et averses. Voilà pour le temps. Côté température, elles sont stationnaires. Les températures marquent une petite pause de 7 à 9 degrés, beaucoup de 7 degrés sur la moitié nord du pays, et puis de 9, mais jusqu'à 15 degrés sur la moitié sud. On vient de parler de Milan. À Milan, demain, il fera 8 degrés. On vient de parler de Lisbonne. Eh bien, demain, à Lisbonne, il fera 16 degrés. Demain, justement, notre agenda pour terminer, c'est jeudi, le jeudi 6 mars. Le soleil se lèvera à 7h25, se couchera à 18h40. C'est la mi-carême, mais c'est aussi la Sainte Colette. Alors, bonne fête, Colette. Je vous rappelle l'information que nous donnions dès l'ouverture de ce journal, la revendication par l'organisation djihad islamique à Beyrouth de l'exécution de l'un des 4 otages français, le scientifique Michel Seurat. C'est une nouvelle à prendre au conditionnel. Édouard Leur vous le rappelait dès le début de ce journal. La déclaration de la djihad islamique était attachée à une photo Polaroid de Michel Seurat qui le montrait debout, non rasé. Il portait une chemisette bleue. Et on a essayé d'authentifier pour l'instant cette revendication. Mais le Quai d'Orsay a simplement fait savoir que pour l'instant, nous mettons tout en œuvre pour vérifier l'authenticité de cette abominable revendication. Voilà pour la communication du Quai d'Orsay. Nouvelle à prendre au conditionnel. La raison politique, selon le djihad islamique, de l'exécution de Michel Seurat aurait été la politique française favorable à l'Irak. Nous avons tenté de joindre Beyrouth, nous avons tenté d'avoir quelques informations supplémentaires. Pour l'instant, cela reste une nouvelle à prendre au conditionnel de l'exécution de Michel Seurat, l'un des 4 otages français, avec Jean-Paul Kaufmann, Marcel Carton et Marcel Fontaine, l'un des 4 otages français détenus depuis 9 et 11 mois au Liban par le djihad islamique. Voilà pour les informations de cette journée. À 23h45, Philippe Arroy reviendra très certainement avec des développements. À demain 20h. Bonsoir, merci.